Ma thèse en connaît un rayon, un podcast de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour découvrir les thèses effectuées au sein de l'Institut, rencontrer des doctorantes et des doctorants et pour connaître leur parcours. Au fil des épisodes, vous découvrirez avec de jeunes thésardes et thésards les thèmes de recherche particulièrement variés, comme par exemple le risque sismique, les effets de la radioactivité sur les écosystèmes, les effets neurologiques des rayonnements à faible dose ou encore le comportement des bétons. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comprendre le rôle des macrophages dans le développement des lésions au niveau des poumons à la suite d'une radiothérapie, c'est le thème de la thèse que nous allons découvrir dans ce 3e épisode du podcast « Ma thèse en connaît un rayon ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Braga-Cohen. Sarah, vous êtes actuellement doctorante en première année et vous allez nous expliquer l'objet de vos travaux. Tendez bien l'oreille car elle sait rendre accessibles ses recherches. Et je vais vous faire une confidence. Nous avons la chance dans ce podcast d'accueillir une jeune femme qui a des globules blancs préférés. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, il faut préciser que vous êtes basée au laboratoire de radiobiologie des expositions médicales. C'est un laboratoire de l'IRSN qui est situé à Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine. Alors, c'est à vous pour présenter votre sujet de recherche. Des brigades de globules blancs responsables des effets secondaires de la radiothérapie pulmonaire. Lorsqu'un patient est atteint du cancer du poumon et présente un haut risque chirurgical, une des propositions thérapeutiques consiste en une radiothérapie ultra focalisée, c'est-à-dire très précise, à très forte dose par fraction, un peu comme si les radiothérapeutes devenaient des snipers. Cette technique s'appelle la radiothérapie en conditions stéréotaxiques ou radiothérapie stéréotaxique. Elle permet en effet de diminuer les effets délétères de la radiothérapie, comme par exemple des inflammations excessives au niveau des tissus, sur les tissus sains autour de la tumeur, et donc d'améliorer la qualité de vie des patients. Mais manque de chance pour notre patient, il fait partie de ceux qui développent une fibrose pulmonaire, c'est-à-dire une sorte de rigidification des tissus pulmonaires après une irradiation stéréotaxique. Il pensait être guéri du cancer et il se retrouve finalement avec les effets secondaires de son traitement. En effet, il a du mal à respirer, crache énormément, a du mal à monter les escaliers et surtout, il a ce qu'on appelle des dyspnées. On lui écrase la poitrine en permanence. Son médecin lui a même fait comprendre qu'il ne guérirait jamais de cette fibrose. Donc le sujet de ma thèse est bien d'essayer d'aider ce patient en comprenant les mécanismes impliqués dans cette fibrose pulmonaire avec l'espoir à terme de lui trouver un traitement. C'est là qu'interviennent mes globules blancs préférés, les macrophages. Ce sont des cellules immunitaires de notre organisme. Donc les macrophages, c'est ce qu'on peut appeler les pompiers de l'organisme, présents pour calmer le feu des réactions inflammatoires. Il en existe de plusieurs catégories. Les macrophages M1, qui sont les premiers arrivés sur les lieux de l'inflammation, disons qu'ils correspondent à la brigade de première intervention, et ils sont là principalement pour neutraliser les éléments perturbateurs, comme les débris cellulaires, ou sauver les dernières cellules encore vivantes, et surtout analyser la situation afin d'appeler les renforts adéquats. En effet, les macrophages M2 sont appelés par les macrophages M1 en deuxième instance pour nettoyer les lieux et enclencher la phase de réparation. C'est la cicatrisation. La disparition de l'inflammation est donc le résultat d'un bal bien rodé d'allées et venues entre les macrophages M1 et les macrophages M2. Lorsqu'il y a une mauvaise communication entre ces différentes brigades d'intervention, c'est donc la catastrophe. La perte d'équilibre entre les macrophages M1 et les macrophages M2 empêche de mener à bien la mission principale des macrophages qui est d'éteindre la réaction inflammatoire et donc de réparer les tissus. En effet, lorsque le feu de la réaction inflammatoire n'est pas correctement éteint, c'est là qu'il peut dégénérer et se transformer en fibrose. Vous l'avez compris, je m'intéresse donc à la fibrose induite par la radiothérapie stéréotaxique pulmonaire. Pour ce faire, j'irradie des souris sur un très petit volume de leur poumon gauche avec de très fortes doses d'irradiation. Et j'analyse ensuite ces poumons à différents temps post-irradiation. Grâce à des techniques d'imagerie comme par exemple la microscopie optique et l'image scanner, j'étudie à la fois la localisation des macrophages M1 et M2 et la temporalité des interventions de chaque brigade. Alors nous venons d'écouter Sarah Braga-Cohen nous présenter le thème de sa thèse. Je vous reprécise l'intitulé de sa thèse, le rôle des sous-populations de macrophages dans les lésions pulmonaires induites par irradiation stéréotaxique chez la souris.
Sarah, la première question qui me vient pour vos travaux, cela concerne les résultats. Finalement, les résultats qui pourraient déboucher de vos travaux intéressent qui ? Déjà, je suis en première année de thèse, donc pour le moment, je travaille surtout sur des résultats préliminaires pour ensuite avoir des résultats concrets sur la souris. Et ensuite, on peut imaginer que mes résultats sur la souris permettront aux médecins et aux patients de bénéficier, dans un futur assez lointain, d'une solution pour les fibroses pulmonaires en radiothérapie stéréotaxique, car aujourd'hui, la radiothérapie stéréotaxique, c'est déjà une technique clinique qui est très largement utilisée depuis une quinzaine d'années. Donc, les patients attendent déjà un traitement pour ces effets secondaires. Vous menez vos recherches au sein d'un laboratoire de l'IRSN. Pouvez-vous nous dire un mot sur les spécificités du laboratoire ? Donc, le laboratoire où je suis, c'est le laboratoire de radiobiologie des expositions médicales. Donc, ce qu'on pourrait considérer comme sa spécificité, c'est sûrement l'aspect très pratique et clinique de ces problématiques, car globalement, toutes les problématiques du laboratoire ont un rapport à la biologie très appliqué. J'ai des collègues qui travaillent sur le microbiote ou sur des solutions pour des syndromes d'irradiation intestinale. On a tous des problématiques qui sont très ancrées dans une pratique médicale. On est assez loin de la biologie fondamentale, ce que je dirais. Effectivement, vous nous parlez de vos collègues. Pouvez-vous nous dire si vous travaillez de façon continue avec d'autres chercheurs ou d'autres thésards ? Je travaille principalement avec ma directrice de thèse, qui est donc Agnès François, qui m'accompagne depuis le début et jusqu'à la fin. Je suis très suivie aussi par mon directeur de laboratoire, Fabien Millat. Et finalement, entre thésards, on discute beaucoup, mais on a chacun nos propres sujets. On est tous très indépendants sur nos thématiques. Après, on fait régulièrement des points au laboratoire pour s'informer des différents projets en cours. Et notamment, j'ai des collègues qui peuvent travailler sur d'autres cellules immunitaires comme les monocytes, et ça nous permet de partager sur les résultats qu'on peut avoir énormément. Nous savons que vous êtes dans un laboratoire dans les Hauts-de-Seine. On a envie que vous nous emmeniez avec nous et que vous nous plantiez le décor de votre cadre de travail et de laboratoire. Je partage mon temps entre mon travail de bureau qui consiste en de la rédaction, de la préparation d'oraux ou par exemple d'interviews pour des podcasts qui se passent à mon bureau avec du temps à la paillasse où là je fais vraiment ce qu'on appelle de l'expérimentation. Donc je vais manipuler avec des pipettes, avec des produits chimiques sous haute, donc à la paillasse comme on peut l'imaginer. Et une autre partie de mon temps se sépare avec l'animalerie, où là, je vais régulièrement aller observer mes animaux pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, qu'ils ne soient pas en souffrance, car on a des réglementations à respecter aussi de ce point de vue-là. Et notamment, moi, j'irradie mes souris, donc j'ai beaucoup de souris à l'animalerie qui me sont attribuées. Et après irradiation, avant et après irradiation, je vérifie qu'elles sont bien, qu'elles ont bien récupéré leur anesthésie, qu'elles ont bien récupéré de leur irradiation. Et je communique énormément avec les animaliers. Sarah, vous nous évoquez l'irradiation des animaux de laboratoire que vous utilisez. C'est une des spécificités d'un laboratoire de l'IRSN. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités ? Une des spécificités des laboratoires de l'IRSN, c'est d'avoir notamment ce qu'on appelle un SARP, donc c'est une machine qui nous permet d'irradier nos animaux. On a aussi des installations comme l'ALFE, qui sont des installations qui ressemblent à des installations médicales et qui permettent d'irradier les animaux en champ large. Et les autres spécificités, c'est également qu'on a accès à du matériel un peu particulier. On a des restrictions un peu plus particulières dans certains laboratoires liées à l'aspect radiobiologique de notre travail. Qu'est-ce qui vous a décidé à poursuivre en thèse ? Quasiment depuis le début de mon parcours universitaire, je savais que je voulais faire une thèse. Moi, j'ai commencé par essayer de faire médecine et finalement, je me suis réorientée en biologie et j'avais besoin d'avoir un but pour réussir à aboutir dans mes études. Et à force de rencontrer des professeurs avec qui j'ai eu plusieurs échanges et qui m'ont donné envie de partager leur métier, j'ai su que je voulais devenir enseignant-chercheur et donc pour ce faire, je devais avoir une thèse. Question classique pour ce podcast, ma thèse en connaît un rayon. Je ne serais pas là si. Est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui vous a décidé à entreprendre cette thèse ?
Disons que je ne sais pas si quelqu'un ou même un événement m'a poussé à faire cette thèse. Par contre, je peux dire que moi, une fois que j'ai décidé que je voulais faire une thèse, je m'y suis tenue. J'ai essayé d'adapter mon parcours pour réussir à obtenir cette thèse au fil des examens et des concours, et notamment de la commission IRSN à passer. Et le déclic a surtout été de vouloir devenir enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur, pourquoi ? Parce que la recherche, ça me passionne. Savoir que je peux avoir un impact sur la biologie future et les connaissances futures me plaît. Savoir que je peux permettre de créer de la connaissance, ça me plaît énormément. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est aussi transmettre cette connaissance. Et c'est pour ça que l'aspect enseignement est très important pour moi aussi dans mon parcours futur. Autre question classique, Sarah, de ce podcast « Ma thèse en connaît un rayon ». Vous êtes en première année de thèse, mais déjà, est-ce que vous pouvez partager une de vos grandes satisfactions que vous avez obtenues en tant que chercheuse ? Tous les jours, je suis très satisfaite du travail que je fais au quotidien dans ma thèse. Mais si je devais choisir quelque chose, c'est bien avant la thèse, bien avant. C'est pendant mon stage de M1. Je travaillais sur des maladies cardiaques embryonnaires. Et pour ce faire, je devais fabriquer en boîte de pétri au laboratoire des petits embryons. Et donc l'expérimentation dure sur quelques semaines et au bout de quelques semaines, on arrive à voir des choses qui étaient à la base seulement des cellules souches se mettre à battre comme des cœurs au microscope. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très agréable pour moi de voir ces feuillets embryonnaires battre à la lumière de mon microscope seulement au bout de 3 semaines comme ça. Impressionnant. Alors, votre thèse se finirait d'ici 2 ans. Avez-vous déjà des idées de ce que vous aimeriez faire par la suite ? Comme je vous le disais, moi j'aimerais devenir enseignant-chercheuse. Et donc du coup, il va falloir que je fasse un certain nombre de post-doc après ma thèse. Et notamment peut-être y insérer des missions d'enseignement pour parfaire mon CV. Et une fois que j'aurai eu 1, 2 ou 3 post-docs, je pourrais commencer à postuler à des concours pour devenir enseignant-chercheur et donc espérer obtenir un poste peut-être. Ça veut dire que la fin de vos études, vous auriez quel âge ? On peut considérer que la fin de mes études, c'est quand même ma thèse, mais c'est vrai qu'après la thèse, il faut savoir que même pour ceux qui veulent aller en industrie, en tout cas en biologie, en général, le post-doc, c'est une étape obligatoire au moins pour un seul. Et donc, c'est un CDD un peu particulier où on est sur un projet pendant 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Et le but, c'est de publier sur cette période-là, sur un projet donné et ensuite de changer de sujet au prochain post-doc. Merci Sarah Braga-Cohen d'avoir partagé votre passion pour vos globules blancs préférés. Merci à Agnès François, chercheuse et tutrice qui suit pas à pas la thèse de Sarah. Et pour que cette séquence soit complète, merci à Nuage Studio qui réalise les podcasts « Ma thèse en connaît un rayon ». Et n'oubliez pas que tous les sujets de thèse passés et en cours dans les unités et les laboratoires de l'IRSN sont disponibles sur le site irsn.fr. À bientôt!